Sirex. Mes invités, Monsieur Amadou Ban, il est à ma droite, donc à votre gauche. Il est manager des grands projets chez Orange Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien. Et comment ça se passe au CRS pour vous? Satisfait? Satisfait. C'était vraiment une plateforme d'échange. Nous avons échangé avec d'abord les autorités. On a compris donc les ambitions qu'ils ont donc pour ce secteur. Nous avons échangé également avec les acteurs qui font vivre donc les différentes industries, que ce soit donc les mines, que ce soit donc le secteur pétrolier. On a compris également davantage les challenges qu'ils ont dans ce secteur et Orange est là pour les accompagner, pour adresser les problématiques de connectivité. On va développer tout ça tout à l'heure. AFG est représenté, mesdames et messieurs, à ma gauche, donc à votre droite, monsieur Karim Koné, il est directeur général adjoint de AFG Holding. Bonjour, monsieur. Bonjour, Marcelin. Même rituel, Sirex 2024, impression? Alors, je suis vraiment heureux de participer au Sirex pleinement. Déjà, AFG est sponsor de l'événement. On avait l'habitude par le passé d'aller à l'étranger, notamment en Afrique du Sud, en Australie, pour avoir des salons qui réunissaient autant d'acteurs miniers. Et on est bien content d'avoir aujourd'hui tous ces acteurs internationaux présents en Côte d'Ivoire. C'est une occasion pour la banque, en tout cas, de réitérer notre ambition de pouvoir accompagner le secteur. Et on pense que le Sirex, la première version du Sirex est vraiment réussie. Et on pense qu'au fil des années, on va continuer à s'améliorer. Merci beaucoup. Juste à votre côté, à votre gauche, et moi aussi à ma gauche, à l'extrémité donc gauche, Monsieur Kwasi Pakom, il est chef de service marketing et communication du côté de la Bourse régionale des valeurs mobilières. On ne va pas changer la question qui gagne. Impression par rapport à ce CIREX 2024, juste avant la clôture officielle demain. Les avis dit que nous sommes impressionnés, mais en même temps, j'ai envie de dire que la BRM ne s'associe qu'aux meilleurs événements. Et donc, toutes nos félicitations à ceux qui ont eu l'initiative de cet événement. Et en tout cas, notre présence sur ce CIREX se passe très, très, très bien. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes installés. Gardez bien vos positions de vision, d'écoute sur les réseaux sociaux du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et de 2A Consulting. Toute l'équipe est prête. On y va maintenant pour le grand plateau. Tout d'abord, mesdames et messieurs, un tour de table pour introduire avec l'efficacité logistique. Ici, nous allons toucher, si vous permettez, aux principaux défis liés à la connectivité et à la logistique dans le secteur de ces ressources. Ensuite, nous allons ouvrir un débat qui va nous permettre d'approfondir l'impact des infrastructures et des aménagements sur le développement économique durable. On ne dira jamais assez, c'est un pan qui est très très important et donc découle énormément de progrès ou de retard. Nous allons écouter également les témoignages concrets sur les défis logistiques et la connectivité dans le secteur. Enfin, nous allons conclure avec un focus sur les solutions financières innovantes adaptées aux besoins croissants du secteur. Le débat promet, on espère, d'être passionnant. Alors, premier tour de table, mesdames et messieurs, on va entrer dans le vif du sujet avec un premier tour de table. Messieurs, vous allez partager vos points de vue, sur les apports, défis et enjeux liés à la connectivité, la logistique, l'aménagement et le financement dans le secteur des ressources extractives. À Orange, pouvez-vous nous expliquer quels sont selon vous les principaux défis auxquels nous sommes confrontés en matière de connectivité et de logistique dans ce secteur? Merci beaucoup, Marcelin. L'idée de la connectivité dans le secteur est un point clé, est un point critique. Sans connectivité, il est extrêmement délicat, que l'on soit dans le secteur bancaire, qu'on soit dans le secteur de la bourse ou dans le secteur de toute autre industrie, de pouvoir opérer de façon optimale son activité. Donc, le secteur minier n'est pas en reste. Du coup, le challenge majeur qu'on a dans le secteur minier, c'est que ce sont des activités qui sont extrêmement dans des zones, pas en ville. Donc, du coup, la couverture, aussi bien mobile que la couverture du réseau IPMPLS ou nos couvertures broadband ne sont pas optimales. Donc, l'idée aujourd'hui, avec ce salon et puis avant, Orange, ayant compris ces différents challenges, a mis en place donc une équipe dédiée pour comprendre davantage les attentes donc, de ce secteur et d'apporter les solutions idoines pour les accompagner. C'est un secteur particulier.
du fait du côté improbable. Oui. Parfois, il y a des endroits où vous allez qui ne sont pas, bon, peut-être cartographiés, peut-être que je dis n'importe quoi, mais je vais dire, il y a beaucoup de, il y a un grand volet d'improbabilité là-dedans, non? Tout à fait. C'est-à-dire que quand on faisait nos études par le passé, on n'intégrait pas systématiquement le secteur minier. Et parce qu'ils ne sont pas dans les villes, ils sont un peu plus dans des zones éloignées. Et autour de ces zones maintenant, nous avons des communautés également qui vivent là. Nous avons également les acteurs, les employés donc de ces mines également qui vivent autour. Donc aujourd'hui, le constat est que la connectivité n'est pas encore top à ce niveau-là. Et ça influence sur leur productivité. Donc, ayant échangé davantage avec ces acteurs, ayant mené des études sur ces différents secteurs, aujourd'hui, nous avons commencé. Aujourd'hui, Orange est là. Aujourd'hui, Orange est là et ce n'est qu'un début. Nous allons renforcer cette présence-là pour les accompagner, pour vraiment bénéficier du digital, pour aller beaucoup plus loin dans leur activité. Très bien. Monsieur Karim Koné, chez AFG, quels sont les apports concrets des récents projets d'aménagement que vous avez pu observer? Alors, déjà pour parler un peu de la logistique, particulièrement sur le secteur minier, il faut dire que, un peu comme mon collègue l'a dit sur le plateau, les sites miniers sont la plupart du temps éloignés des villes. Donc nous, l'avantage qu'on a chez AFG, c'est qu'on a un maillage d'agences où on a une présence effective dans pas mal de villes de l'intérieur du pays, ce qui fait que, peu importe le site minier, pas très loin, à moins de 50 à 100 km, on peut trouver une agence qui peut permettre de pouvoir servir des services bancaires aux différents prestataires sur ces mines-là. La deuxième solution qu'on a, c'est ce qu'on appelle des caisses avancées. Aujourd'hui, on est capable de pouvoir déplacer une agence sur un site minier si économiquement, en termes de nombre de personnes qui travaillent voilà, sur ces sites-là, ça fait du sens. Mais pour le faire, effectivement, il faut une bonne connectivité. Orange est un de nos partenaires. On a également d'autres partenaires voilà, téléphoniques avec lesquels on travaille pour pouvoir justement installer ces caisses avancées là sur ces mines-là. Donc pour nous, c'est un enjeu important, mais on essaie de se rapprocher à chaque fois, soit par le maillage d'agence, par le digital ou par ces caisses avancées là. Vous êtes tellement très intéressé quand il s'agit de projets miniers. C'est ça, c'est le reproche aussi que certains font. Quand il s'agit de projets miniers, vous êtes très enclin. Alors, c'est dû à quoi? C'est parce que là-bas, vous savez forcément que... Ah, on se comprend. non, c'est un secteur, particulièrement en Côte d'Ivoire, qui a énormément de potentiel. Je pense que c'est maintenant de notoriété publique. Tous les secteurs du les potentiel réserves, en Côte d'Ivoire sont dit en passant. Oui, c'est vrai. Mais particulièrement pour la Côte d'Ivoire, pendant les dernières décennies, le focus des politiques économiques n'a pas été mis sur le secteur minier et des énergies extractives. Maintenant qu'on commence à faire en sorte que pendant que d'autres pays voilà, avaient depuis des décennies misé leur développement là-dessus, notre potentiel est inexploité pour le moment. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus voilà, de matière à extraire, en tout cas du sous-sol, et c'est des chiffres qui font rêver. Absolument, on veut faire partie de l'aventure, mais ce qu'on fait au niveau de AFG, c'est d'avoir des équipes dédiées. On a créé au niveau de chacune des filiales bancaires qu'on a, ce qu'on appelle des mining desks, où on a des banquiers qui ont des connaissances bien spécifiques sur le secteur minier, parce que le métier de la banque, c'est également aussi la maîtrise des risques. Il faut pouvoir voilà, comprendre les projets, pouvoir différencier quels sont les bons projets des mauvais. Et ça, chez AFG, on sait le faire, c'est pour ça qu'on arrive à accompagner ce secteur. Une adaptabilité de tous les instants. Absolument. OK. Alors, côté financement, quelles solutions innovantes pourraient aider à relever les défis que nous venons d'énoncer? Monsieur le financier, dites-nous. Alors, je voudrais vous dire que dans la vision des pères fondateurs de notre marché financier, ils avaient à cœur de créer un instrument qui permettait de financer les économies de notre union, autant en finançant les États, mais aussi en finançant les entreprises. Aujourd'hui, la bourse se positionne comme un acteur majeur dans la mobilisation de ressources. Donc, on a parlé de défis logistiques et de défis de collectivité. Pour y arriver, il faut des ressources. Et ces ressources-là, on peut les lever à la bourse, soit sur des emprunts obligataires, soit par des entrées sur le marché par l'ouverture du capital. Orange est entré dernièrement. Ça a permis, je pense, à Orange de mobiliser un certain nombre de ressources pour pouvoir justement mener à bien leur projet, le financement de leurs projets dans ce sens-là. Donc, quelque part, c'est capital. Et pour vous, c'est du pain béni parce que ça vous aide aussi à donner de la visibilité, à avoir de la pédagogie également auprès des entreprises, non? Bien sûr.
Bien sûr, la BF est toujours engagée dans une pédagogie. Et depuis très longtemps, on travaille déjà avec tous les acteurs du secteur des mines et des industries extractives. On a quelques sociétés du secteur qui sont déjà cotées sur la bourse. Mais on a conscience que le financement du secteur des mines est un enjeu majeur. Et nous, on travaille depuis plusieurs années justement à trouver le bon instrument pour financer cet acteur particulier. Alors moi, je veux qu'on commence maintenant à entrer dans le vif du sujet avec un débat comme ça que je vous propose. En quoi l'amélioration des infrastructures peut-elle transformer les zones d'exploitation en pôles de développement économique durable? Voilà. D'abord, je vous propose d'analyser les forces et faiblesses des infrastructures actuelles, parce que ce matin déjà, on nous parlait de la vétusté, tout ça. Il y a des difficultés sur le terrain, on ne le dira jamais assez. Oui. Et puis, on va explorer les opportunités pour le futur. D'accord? Vous êtes d'accord? Ça marche. Alors, pour lancer le débat, je vous propose cette question. Messieurs, il n'y a pas de buzzer pour appuyer. Je vais distribuer la parole. En quoi les infrastructures actuelles contribuent à freiner ou à favoriser le développement durable dans les zones d'exploitation? Monsieur Karim Koné, oui. C'est ça, hein? C'est ça. Monsieur Karim Koné, selon vous, quels sont les plus grands freins liés aux infrastructures dans les zones minières? Alors, je pense qu'on en a parlé un peu, c'est la distance qu'il y a entre les agglomérations et les sites miniers. Et après, il y a d'autres complications qui peuvent arriver si le site d'extraction est très loin en fait du site où on transforme la matière, également du site où on l'exporte. Donc si on n'a pas l'infrastructure qui permet de fluidifier tous ces transports-là, évidemment ça crée des enjeux. Et je pense que dans la question, on a parlé d'infrastructures durables. Également, l'activité minière, si on ne met pas cette touche de durabilité, peut également avoir un impact négatif sur l'environnement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en même temps qu'on construit ces infrastructures-là, s'assurer qu'on essaie de réparer un peu les éventuels dégâts qu'on peut avoir sur l'environnement en termes de déforestation, par exemple, ou en termes de pollution. Et lorsqu'on parle d'infrastructures, on inclut également des infrastructures sanitaires comme l'accès à l'eau et l'accès à l'électricité. Je pense qu'on a un bon maillage en termes de couverture des villes et des villages. Par contre, l'éloignement des sites miniers peut faire en sorte qu'il y ait quand même des besoins d'accès en énergie au niveau de ces sites-là. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut regarder. Pourquoi ça a un impact positif sur l'économie? C'est notamment parce que ces infrastructures-là vont permettre, in fine, ne seront pas utilisées seulement par les mines, vont être utilisées par toutes les communautés qui vivent autour et ça permet de créer une diversification de l'économie. Lorsque je crée une route, peut-être pour pouvoir déplacer la matière que j'extrais vers le site de transformation, cette route sera également utilisée pour d'autres raisons, par la population pour pouvoir transporter des produits agricoles. Donc ça commence à développer des économies et à harmoniser le développement économique à travers le pays, pour ne plus qu'il y ait de disparité entre certaines zones par rapport à d'autres. Donc en ce sens-là déjà, ça permet de rendre un peu plus vive l'économie et de pouvoir harmoniser le développement au niveau de toutes les régions. Cela m'amène à poser la question à votre voisin, et est toute simple. On a un existant quand même qui est appréciable. Quand je vous entends parler aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait rien. Hein. C'est comme si ce qui existe là, bon, je ne comprends pas. Je sais qu'on a un existant. La Côte d'Ivoire a une tradition d'infrastructure quand même, relativement à d'autres pays. Mais on ne va pas regarder moins pour se développer. On va s'adapter et aller toujours à faire toujours plus haut, plus fort. Donc, pensez-vous que les investissements actuels, monsieur de la BRVM, dans les infrastructures, répondent suffisamment aux besoins du secteur? Quand vous voyez le secteur, est-ce qu'avec tout ce qui est fait en ce moment, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que quand on va se revoir, par la grâce de Dieu, au CIREX dans 10, 15, 20 ans, on pourra dire que oui, franchement, voilà, les choses avancent, franchement, chaque pôle, chaque région est parée? Vous qui suivez les entreprises. Ce qui est fait actuellement est suffisant? Je dirais oui. Ah oui, vous basez sur... Je pense que ce qui est fait actuellement est suffisant. Est-ce que les entreprises que vous rencontrez au quotidien, est-ce que les entreprises que vous rencontrez au quotidien se sentent impliquées, sont concernées par cette volonté de faire en sorte que les infrastructures répondent suffisamment aux besoins du secteur? Je dirais oui, parce que tout le monde est conscient que quand on fait du business, il faut un certain nombre d'éléments qui puissent nous permettre de mieux mener le business.
Mon voisin disait tout à l'heure, si j'ai une industrie minière quelque part, il me faut un accès suffisant à l'électricité. Parce que nous savons que c'est des industries qui sont... Suffisant, le mot est lâché, mais est-ce que cet accès est suffisant aujourd'hui? À l'état actuel, je pense que oui. Hier, on disait qu'il y avait 29 heures de coupure par an. Oui. Un chiffre officiel, 29 heures de coupure par an. Et le monsieur a reconnu sur le plateau que c'était vraiment, il faut réduire. Et il y a une inégalité énergétique qui est une réalité en ce moment. On fait comment? Écoutez, 29 heures pardon, sur une année, ça peut paraître beaucoup prononcé comme ça, mais bon, c'est une journée. Hein. Oui. C'est une journée. Oui, en une journée, des gens peuvent mourir parce qu'il n'y a pas de courant. Des bébés peuvent ne pas naître, des femmes. La Côte d'Ivoire peut se targuer déjà d'être très avancée sur cet aspect-là. Par rapport à qui? Dans d'autres pays, je pense qu'ils sont moins bénis. Voilà, je vais dire ça comme ça. Mais c'est clair qu'il faut de nouvelles infrastructures pour améliorer la couverture en électricité, par exemple. Il faut créer de nouvelles routes. Je crois que beaucoup d'emprunts ont déjà été levés sur la bourse pour des infrastructures dans ce domaine-là. J'ai en mémoire qu'avec la CIE, par exemple, on a fait il n'y a pas très longtemps ce qu'on appelle les fonds communs d'utilisation, qui a permis de mettre en place ce qu'ils appellent l'électricité pour tous. Voilà, c'est un programme qui a été financé à travers un fonds commun d'utilisation qui a été levé sur la bourse. Est-ce que les autres entreprises avec qui vous commercez, entre guillemets, au quotidien, sont dans cette même optique-là? Alors, difficile de parler pour elles. Quand vous faites le kaléidoscope. En tout cas, la BFM s'efforce de porter le message de la disponibilité de la bourse. Ça, c'est un langage diplomatique. Non, je suis sincère avec vous et avec ceux qui nous regardent. La BFM porte toujours le message de la disponibilité du marché à financer un certain nombre d'éléments. Mais vous savez, il y a la disponibilité de l'instrument, mais aussi il y a la volonté de ceux qui peuvent l'utiliser. On ne pourra pas forcément les obliger à l'utiliser. Mais non, on leur dit, si vous voulez investir et améliorer, financer vos développements, la bourse est là, vous pouvez lever des ressources. Aujourd'hui, notre marché est capable d'absorber des montants d'un certain niveau. Je sais qu'il y a des États qui ont levé 300 milliards sur le marché, donc les entreprises peuvent le faire. Tout à fait. Allez, Orange aussi, la question qui me taraude vous concernant, c'est comment l'amélioration de ces infrastructures peut-être bénéficier aux communautés locales. Parce que finalement, à la vérité, c'est vers elles que tout ça, si on est ici, c'est pour que les communautés locales puissent bénéficier tant soit peu de bien-être avec ces projets miniers, avec les banquiers souvent qui sont avec eux, ou bien qui peuvent aussi, qui sont tenus à la réalité aussi de leur secteur. Comment l'amélioration de ces infrastructures peut-elle bénéficier aux communautés locales? Oui, je suis d'accord avec vous. Hein. La finalité de tout ça, c'est l'humain. Et l'humain se retrouve dans la communauté. Mais notre credo, c'est d'aider chaque acteur à avoir une belle expérience au niveau du digital. Donc, il ne faudra pas laisser quelqu'un au bord du chemin. Donc, il faut que la communauté ait la connectivité. Il faut également que l'entreprise ait la connectivité. Il faut que les clients des entreprises aussi aient la bonne connectivité pour que l'interaction soit vraiment fluide entre tous ces acteurs. Mais pour revenir sur la partie communauté, quand on prend une mine par exemple, l'idée en général, les mines sont situées dans des zones reculées. Donc petit à petit, il y a toute une communauté qui se greffe autour de cette mine-là. Comment faire pour que cette communauté-là ait accès, je veux dire, aux infrastructures de connectivité pour que l'interaction avec le monde extérieur puisse se faire de façon plus facile. Attendez, est-ce qu'on a la même compréhension de zones reculées? Parce que tout le monde dit que les zones... Et en Côte d'Ivoire, il y a des zones reculées parce qu'on nous dit toujours dans les publicités que oui, nous sommes partout, nous couvrons toute l'étendue du territoire, les 322 500 km². D'où vient que c'est récurrent de dire que les communes... Non, la Côte d'Ivoire a un vécu au niveau des infrastructures. La Côte d'Ivoire a une réalité du terrain. Donc, les routes, tout ça, on est quand même paré, comme vous l'avez si bien dit. Mais d'où vient que quand il s'agit maintenant de satisfaire aux exigences donc, du public, il y a des zones qui sont reculées. Y a-t-il des zones inaccessibles en Côte d'Ivoire? Question. Je vous réponds. C'est très simple à comprendre. En fait, prenons le cas de Tanda. On vient de découvrir, je crois, un site. C'est maintenant qu'on découvre Tanda? Non, on vient de découvrir un site de production à d'or à Tanda.
Mais ce n'est pas dans la ville de Tanda. C'est à côté de- Ça peut être dans un village éloigné de 20 km le village, ou là, dans il y a une des- brousse, Est-ce que quelque le part. village, là, c'est la première fois qu'on Oui. le découvre parce qu'il y a l'or là-bas? On sait déjà qu'il existe avant de découvrir l'or. Oui, sur la Il y a des démonstration. instituteurs non, non, je vais être Non, logique. si, hein. je viens. Il y a des instituteurs qu'on affecte là-bas. Oui. Il y a des sages-femmes, tout ça qu'on affecte là-bas. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'on a découvert l'or maintenant là-bas qu'on découvre curieusement que c'est dans une zone reculée. Non, en fait, c'est toute une dynamique qu'il faut comprendre. On découvre dans une zone un site de production minier, par exemple. Tout à fait. Donc, avant cette zone, peut-être que c'était une piste qu'il fallait, afin qu'on empruntait pour aller donc dans cette zone-là, l'instituteur ou l'infirmier. Mais aujourd'hui, avec la communauté qui va s'agrandir, avec le site minier qui va donc regorger, il y a quelqu'un qui me disait, pour qu'un site puisse produire, les travaux préliminaires nécessitent environ 2500 personnes. Donc 2500 personnes qui viennent dans une zone, du coup, les besoins dans cette zone-là ne sont plus identiques aux besoins d'une trentaine, d'une cinquantaine de personnes qui sont dans un village. Gérer, c'est prévoir. Gérer, justement, donc la solution principale, la solution que nous voyons de mon point de vue, ou en tout cas qu'on peut faire, qui peut peut-être aussi être valable pour les banques, pour l'État, c'est de dire quels sont les sites où nous avons la possibilité d'avoir les sites miniers potentiels de la Côte d'Ivoire. Et puis à partir de là maintenant, commencer à réfléchir en termes d'infrastructure. Donc nous, en tout cas au niveau d'Orange, ce que nous voulons faire, ce que nous avons convenu de faire maintenant, c'est d'échanger avec l'ensemble de ces miniers-là, comprendre leurs différents projets. Donc on ne va pas attendre que le site de Tanda, pour illustrer un peu, que le site de Tanda soit en production avant que nous n'amenions la connectivité là-bas. On va anticiper, apporter la connectivité pour les agents du site, en plus pour la communauté qui va venir se greffer autour de ce site-là, pour qu'elle puisse avoir toutes les solutions d'Orange de façon pour améliorer quotidiennement donc leur vie. Pour le téléspectateur lambda qui nous suit, Oui. On suppose, hein, c'est vrai que nous sommes dans un contexte de Sirex, mais supposons même qu'il n'y a pas le Sirex. De façon au nom du fait qu'il y a des impôts qui sont payés, tout ça, au nom de ce fait-là, et qu'il y a des entreprises comme les vôtres, il y a la BRVM, ne serait-ce que pour que les citoyens lambda puissent jouir des droits fondamentaux. Je suis d'accord. Normalement, on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait ceci ou ça là-bas, ça doit être naturel. C'est sur ça que moi je vais insister d'abord. Et ça a toujours existé en Côte d'Ivoire. Oui, en fait, je pense que on n'est pas en opposition en termes de positionnement ou d'échange. En fait, il faut comprendre la dynamique économique, il faut comprendre la dynamique aussi de l'évolution des populations dans une zone donnée. Orange, par exemple, nous avons le projet avec la Fondation où chaque année, des villages sont choisis, où nous apportons un point d'eau. Des villages miniers. Non, rien du tout, qui n'a rien à voir avec... c'est aujourd'hui, je comprends que vous me chahutez, mais c'est aujourd'hui qu'Orange s'est doté de toute une stratégie, c'est-à-dire ça fait quelques années où nous avons réfléchi, nous avons donc élaboré ce qu'on appelle le smart mining, les mines intelligentes. Donc là, aujourd'hui, nous avons rencontré différents acteurs, nous avons établi des partenariats pour pouvoir maintenant les accompagner dans la vraie vie, de sorte à ce qu'ils puissent avoir ces solutions-là pour des mines beaucoup plus performantes. Mais en dehors du secteur minier, en dehors de cette initiative-là, année après année, nous accompagnons en tant qu'entreprise citoyenne les villages, les femmes, les jeunes sur un certain nombre de projets pour pouvoir impacter favorablement donc, notre environnement. Donc je pense que c'est un peu ce que beaucoup d'entreprises, en tout cas, enfin, d'autres acteurs font. Et au niveau, pour revenir sur la partie infrastructure, je pense que c'est la planification. Donc quand on planifie, parce que la finalité, mais il faut donner, tel que le ton de vos questions, c'est tout comme si c'était pas, je comprends que vous savez que vous titillez, mais il faut dire, moi je prends mon village par exemple, je suis de Bondoukou, cette année nous avons eu de l'électricité, on vient donc de livrer nos centres de santé, donc je sens que l'État fait des efforts. Exactement. Voilà. Maintenant pour revenir encore au secteur minier, j'ai pu la voir il y a environ un mois, je suis allé à Mans, à côté de la mine d'Iti. Mais la voie d'Abidjan jusqu'à Mans, la voie est totalement bitumée. Tu vois, les camions, on n'a pas de logistique, arrivent donc à faire le ralliement de cette mine-là. Donc, l'État fait beaucoup d'éléments. Mais nous, en tant qu'acteurs du privé, nous voulons plus
pour aller beaucoup plus loin ensemble. En tout cas, on ne peut pas accuser l'État de ne pas faire, surtout dans le volet des infrastructures. Nous sommes servis depuis plusieurs années maintenant. Mais vous savez que la démographie est une réalité. Notre pays a une population très très jeune. Et donc, vraiment, il faut parfois aussi anticiper les choses. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes à l'aise ici sur ce débat, sans faux fuyant. On va se retrouver dans quelques instants après pour enrichir avec des exemples précis et puis voir un peu comment ces problématiques-là peuvent se résoudre à court terme. Vous êtes au Grand Plateau sur Sirex TV. Très heureux d'être en votre compagnie avec des invités de choix. Merci d'être avec nous. On se retrouve juste après cette respiration publicitaire. Sirex.